Un projet qui va à l'avantage du pays et même de cet individu-là parce qu'il a des enfants, ses enfants vont vivre dans ce pays. Manque d'amour pour son pays, manque d'amour pour ses compatriotes. Si nous réussissons à avoir ces trois choses, je crois que nous allons grandir, nous allons positionner notre pays le plus loin possible. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour unir ce pays. Voilà pourquoi je me bats contre tout ce qui se passe à l'Est et je suis prêt à aller partout pour ramener la paix et la sécurité à l'Est de notre pays. Voilà pourquoi je me bats pour faire toutes ces réformes dans la justice, dans l'armée, dans la police, et ça va venir encore. Parce que si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, il faut oublier l'état de droit, un état qui gagne, un état qui réussit, il faut oublier. Il faut que notre justice redore son blason longtemps terni. Notre armée également, parce qu'elle y est aussi pour quelque chose dans ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'on remette de l'ordre. Notre police également, qui favorise parfois certaines choses qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses à cause de sa complicité. Donc c'est tout ça que nous devons faire. Mais je ne peux pas le faire seul. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous sommes comme dans un spectacle où il y a des joueurs et des spectateurs. C'est notre affaire à tous. Congolais nyonso ici Kozali. Ne vous sous-estimez pas. Que vous soyez à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, vous avez un rôle à jouer dans votre pays. Posez-vous simplement la question de savoir lequel. Et dès que vous savez ce rôle-là, jouez-le, jouez votre partition, parce que ce sera une contribution à l'avancement de notre pays. Alors, quelle politique pour la bonne mise en marche de la gratuité de l'éducation? Ben voilà, ce que je vous dis, c'était d'abord partie du constat que la Constitution a institutionnalisé la gratuité, mais aussi du constat que si le pays ne marche pas, et surtout si nous avons besoin que ce pays marche demain, dans l'avenir, il faut investir dans la jeunesse. Et il n'y a pas meilleur investissement dans la jeunesse que celui de l'éducation. Or, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un pays où c'était les parents qui payaient pour que leurs enfants soient éduqués, mais qui payaient également les salaires des professeurs, des enseignants. Dans un pays où le salaire est insignifiant, je ne veux même pas dire ici, je risque de choquer même nos frères ivoiriens ici, insignifiant. Alors, je me suis dit, ce n'est pas le rôle des parents, parce que déjà on les paye mal, s'ils sont fonctionnaires de l'État et tout ça, on les paye mal. C'est à nous, l'État, de prendre cela en charge. Et comment on va le prendre en charge? En augmentant nos recettes, parce que c'est possible. Il y a un coulage de recettes scandaleux dans notre pays. Et nous avons commencé à y travailler. Vous avez entendu parler de l'IGF, par exemple. L'Inspection générale des finances, qui nous rend un grand service de ce côté-là, qui traque tous les mauvais gestionnaires. Vous avez suivi la DGI, le travail que la DGI fait. Le mois d'avril dernier, nous avons atteint des sommets historiques. Jamais dans notre pays on avait récolté en un mois 1,6 milliard de dollars. Jamais. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a même un leader de l'opposition qui l'a reconnu. Donc c'est pour vous dire que la performance est tellement grande que il faut amoter Mamabé pour Boya. Donc, voilà
ce qui nous a poussé à rendre l'éducation gratuite, c'était pour permettre à tous les enfants de la République, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de pouvoir retourner dans le parcours scolaire. Parce que nous avons besoin que notre population soit formée. Je suis conscient que ce que nous avons fait est encore minime. On parlait de la prise en charge ici, la question qu'on posait de la mise en marche. C'est encore minime parce que le niveau même aussi de l'enseignement, le niveau de notre éducation est très mauvais. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas le comportement, ils n'ont pas la matière, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Je prends un exemple, aujourd'hui, le réchauffement climatique. Est-ce que nous l'apprenons à nos enfants? Est-ce que nous les préparons au défi de ce réchauffement climatique? Est-ce que nous leur apprenons le comportement dans la société? Par exemple, le triage des déchets au moment de les jeter. La manière de considérer la végétation. Enfin, il y a plein de choses comme ça que nous devrions apprendre à nos enfants par rapport à leur avenir, parce que nous allons leur laisser cette terre et ils doivent être formés, informés quant à sa prise en charge, sa gestion. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel pour moi, c'était d'abord de respecter la Constitution et de préparer notre jeunesse. Respecter la Constitution en appliquant sa recommandation qui est de la gratuité de l'éducation et de préparer ces jeunes. Et le résultat a été époustouflant, même s'il n'est pas encore satisfaisant pour moi. La première année que nous avons fait ça, en 2019, il y avait eu plus de 2 millions d'enfants qui sont revenus dans le parcours scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 millions. C'est vrai, ça a rajouté un autre défi qui est celui de l'accueil de ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, les classes sont surabondées. Il y a parfois des classes qui vous comptent 100 élèves, etc. Mais qu'à cela ne tienne, au moins, ces 100 élèves vont apprendre l'alphabet, le calcul et bien d'autres. C'est peu, c'est vrai, mais c'est un pas. Nous avons trouvé ce pays bien au fond du trou, donc il nous faut beaucoup de travail et de la patience, comme disait Papa Youma, merci beaucoup, pour petit à petit le sortir du trou. Je sais que je ne serai peut-être pas encore, pas là, sûrement pas d'ailleurs, pour voir la sortie du pays du bout du tunnel, mais au moins, l'essentiel est qu'on aura posé un pas, que celui ou celle, je souhaite d'ailleurs que ce soit celle qui vient après moi, puisse sortir le pays de là où il est. Donc, l'éducation, c'est pour moi une priorité des priorités. Parce que c'est ça notre arme de demain. Vous entendez souvent les gens dire l'Afrique, c'est l'avenir, l'Afrique, oui, d'accord, c'est vrai, mais ce sont des projections. Moi, je veux rendre cela une réalité. Les enfants de l'Afrique, l'Afrique, c'est vraiment l'avenir, j'y crois, parce que nous avons beaucoup de solutions en Afrique par rapport aux difficultés qui se présentent dans l'avenir, mais il faut que nous préparions nos générations. Sinon, les puissants vont venir en Afrique pour utiliser ces ressources humaines et continuer à nous dominer et à nous diriger. Nous devons devenir les maîtres de notre destin en partenariat avec tous les puissants, bien sûr, mais maîtres de notre destin. C'est ça mon rêve. C'est rien d'autre. Alors, Kitoko-Ville, vous avez posé la question, oui, bien sûr, Kitoko-Ville est en gestation. J'ai encore reçu l'architecte qui travaille dessus avec mes équipes.
c'est un Sénégalais. Je ne vais pas citer son nom, vous le connaîtrez sûrement le moment venu. Nous avons pris beaucoup de contacts en Égypte, aux Émirats. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup de bailleurs de fonds. Kitoko-Ville est en gestation, comme je l'ai dit, et va sortir de terre très bientôt, je l'espère. En tout cas, d'après l'architecte, il me dit qu'en juin, pour le 30 juin, je poserai la première pierre à l'endroit qui a été désigné. C'est après l'aéroport, je crois que vous êtes tous, vous connaissez tous Kinshasa, je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est après l'aéroport de Njili, la zone qui va de après aéroport jusqu'aux frontières de la ville de Kinshasa. C'est d'ailleurs la plus grande partie de la ville qui est quasiment inhabitée. Et donc c'est là, c'est dans une de ces zones qu'on va commencer à bâtir cette nouvelle ville, Kitoko-Ville, qui sera la continuité de Kinshasa. Donc, si Dieu le veut, ça se passera comme nous le promet l'architecte, l'entrepreneur. Alors, bon, je n'ai pas très bien compris la demoiselle, la compatriote qui parlait des étudiants congolais en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est après vos études ou pendant vos études que vous voulez... C'est pendant vos études. Je n'ai pas très bien compris votre question, maman. C'est par rapport à la bourse. Par rapport à la bourse, elle parlait de bourse excellence. Vous parliez de bourse, maman. Oui, vous parliez de bourse des étudiants qui sont congolais qui vivent à l'étranger. Une bourse du gouvernement, donc. Très bien. Alors, je comprends mieux, oui. Bon, Excellencia, déjà, c'est une initiative privée de la Première Dame. En fait, elle procède par la recherche des bailleurs de fonds et avec lesquels il compose un budget qui va accompagner les étudiants qu'ils choisissent suite à un critérium bien précis. Donc, il faut faire... je te laisse expliquer un peu. Mais c'est une initiative privée et je ne peux pas m'exprimer sur une initiative privée. Je ne peux que la bénir, accompagner. Il en faut d'autres. Mais je préfère ceux qui concernent l'État. Bon, elle va peut-être en parler. Elle va mieux en parler que moi. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vais vous répondre par rapport à Excellencia. En fait, c'est un programme que la Fondation a mis en place. Mais ça ne concerne que les élèves qui sont en 6e année secondaire. Au Congo, malheureusement. Vous avez la chance d'être ici, mais nous choisissons vraiment les élèves qui sont dans les recoins du pays et les meilleurs. Parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en France, l'élève qui a mieux travaillé cette année, c'est une élève Excellencia. Donc vraiment... On prend le temps de bien sélectionner et c'est vraiment à partir de la 6e année secondaire et ils ont un contrat de terminer, de revenir travailler au Congo. Voilà, donc malheureusement, vous ne pourrez pas faire partie de ce programme-là, malheureusement. Non, mais ici, vous êtes déjà, je veux dire, vous avez cette chance de vivre ici, mais nous prenons ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'espèrent même pas envoyer leurs enfants, même à Brazzaville. Et les moyens de la fondation sont limités. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement. Donc elle fait appel à des généreux donateurs qui, avec la fondation, essayent de faire avancer les choses. C'est le travail de l'État. Et maman a raison, on va travailler dans ce sens, mais je ne peux pas vous dire à quel moment on va commencer à s'occuper des étudiants congolais à l'étranger, parce que notre souci aujourd'hui, c'est d'abord de nous occuper des étudiants congolais du Congo et qui sont au Congo.
Parce que je peux vous assurer que là-bas, c'est une catastrophe. En ce moment même, nous sommes en train de mettre les moyens pour restaurer certaines universités. Parce que si je vous décris ici les conditions dans lesquelles vivaient nos étudiants, vous allez en avoir les larmes aux yeux. Même le bétail qu'on élève dans des fermes n'est pas logé à cette enseigne-là, à la même enseigne. Donc c'est pour ça que, après avoir effectué quelques descentes sur des sites universitaires, j'ai demandé qu'on y mette les moyens. Et on ne va pas s'arrêter là. On est également en train de construire, on sera peut-être à 8 ou 9 universités, nouvelles universités réparties à travers le pays, dans des standards modernes. Tout ça, c'est pour permettre aux jeunes Congolais de pouvoir travailler dans de très très bonnes conditions. Parce que des fois, on en veut aux gens à cause de leur performance académique, mais sans savoir que ce sont les conditions de vie et de travail qui ont fait qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Et nous sommes en train de travailler sur ça. D'ici à l'année prochaine, nous allons voir pousser quelques 7 ou 8 universités et surtout, nous allons voir être restaurées toutes nos grandes universités. On a commencé avec celle de Kinshasa. On est en train de travailler sur l'UPN et mes voisins, l'INBTP, ceux qui sont mes voisins. Très bientôt, on commence l'UNILU de Lumumbashi et l'UNIKIS à Kisangani. Donc, et ensuite, on va construire de nouvelles universités à Bunia, à Mbujimai, à Kananga, à Kikwit, je pense, à Mbandaka, à Bukavu. Voilà, donc ça viendra parce que les projets sont... Donc, tout ça, c'est pour vous dire l'importance que j'attache à la jeunesse et à sa préparation par rapport aux défis qui nous attendent, qui attendent le monde et notre Congo. Regardez d'ailleurs notre pays, ça fait une vingtaine d'années maintenant que nous sommes embourbés dans des problèmes à n'en pas finir. Pourquoi est-ce que ça nous est arrivé? Ben, tout simplement parce que ceux qui ont voulu que ça nous arrive se sont dit, mais ce peuple est distrait, il est divisé, il est inconscient, il ne sait pas sur quoi il est assis. Eh bien, puisqu'il ne sait pas, il dort, il est divisé, il est distrait, nous, on va aller se servir. Au moins, nous, on pourra en faire quelque chose de bien. Eux ne savent même pas de quoi il s'agit. Et c'est ce qui nous arrive, en fait. Le jour où nous allons devenir conscients de ce que nous sommes et du rôle que nous devons et pouvons jouer dans ce monde, plus personne n'osera se jouer de la République démocratique du Congo. Et c'est à cela que je veux amener notre pays. Et je suis sûr que j'y arriverai. Parce que le Congolais aime son pays. Alors, Papa Youma a posé une très belle question. Le gouvernement envisage-t-il à court terme de la planification et la numérisation? La numérisation, vous avez raison, c'est vraiment un défi que nous sommes lancés. Déjà en arrivant, j'avais désigné un conseiller spécial pour le numérique qui travaille sur ça. Et nous avons plusieurs secteurs dans lesquels nous sommes en train de préparer la numérisation. Et nous savons, je parlais ici de corruption, je parlais de coulage des recettes, nous savons que lorsque nous allons atteindre même pas les 100% de nos capacités, mais un bon niveau suffisamment efficace en tout cas pour mettre fin à toutes ces pratiques, nous aurons nous ferons un bond en avant au niveau des recettes et de bien d'autres choses. La planification,
corrigez-moi si je me trompe, mais je ne crois pas, il n'y a aucune planification qui peut se faire dans notre pays sans recensement et sans identification de la population. Tant que nous ne saurons pas combien de Congolais nous sommes, combien se trouvent là et là, nous ne pourrons jamais avoir une planification qui puisse apporter le bien-être à nos populations. Voilà pourquoi, et je vous remercie de m'y avoir encouragé, de l'avoir approuvé. Je le disais tout à l'heure, voilà pourquoi j'ai lancé la politique des 145 territoires. Les 145 territoires sont les entités qui composent toute la République démocratique du Congo. Quand on les prend en compte, on prend en compte toute notre population, dans sa diversité. Et c'était quoi le but? Le but, c'est de rapprocher davantage les décideurs, les administrateurs des administrés. Et ça va commencer par quoi? Mais par la construction d'un siège de l'administration du territoire. Aujourd'hui, si vous allez voir les sièges de l'administration du territoire, je vous dis, c'est vraiment à en pleurer. D'abord, l'administrateur, parfois, ne vit même pas là-dedans, il ne travaille même pas là-dedans, il préfère rester chez lui. Donc, il faut commencer par ça. Et ce siège va nous aider lorsque nous allons entamer le recensement et l'identification, de pouvoir emmagasiner les fichiers, la database de la population. Donc, construire d'abord un siège, avec évidemment des habitations pour l'administrateur et ses collaborateurs. L'autre but de ce programme de 145 territoires, c'est de doter chaque entité, chaque territoire d'une école, école d'enseignement général, école de formation professionnelle. Car si vous allez dans le fin fond de la République, vous vous rendrez compte que plus vous vous enfoncez, moins vous trouvez des travailleurs, des ouvriers qualifiés. Vous cherchez un mécanicien, un plombier, vous n'en trouverez pas. Il faut former cela dans les coins reculés de notre pays. Nous allons, dans chaque territoire, régler le problème d'eau et d'électricité. Parce que ça aussi, c'est un très grand défi. Le Congo n'est pas à plus de 10% de ses capacités énergétiques. Et nous devons nous donner ce défi d'augmenter ces capacités et de desservir comme ça le plus grand nombre de foyers qu'il faut. Et nous irons donc dans la construction d'infrastructures énergétiques genre hydroélectrique ou le solaire. Donc il faut que ces territoires aient de l'eau et de l'électricité. Il y aura évidemment l'habitat aussi, les logements, et des centres de santé dans chaque territoire. L'infrastructure routière est très importante. Vous vous rendrez compte que si la pauvreté est aujourd'hui un des plus grands ennemis de notre pays, c'est parce que justement les infrastructures sont quasi inexistantes. Il n'y a quasiment plus de routes. Les territoires qui peuvent être voisins sont parfois pas reliés entre eux. Et donc le but ici, c'est de doter chaque territoire d'une brigade routière et aussi d'une brigade agricole, je reviendrai plus tard pour l'agriculture, mais d'une brigade routière qui aura pour objectif de faire la route qui va
relier ce territoire au territoire voisin. Donc ainsi, dans chaque territoire, on va tracer une route qui relie ce territoire-là au territoire voisin et au fur et à mesure, comme ça, nous allons réussir l'intégration de notre pays. On pourra partir de n'importe quel coin de la République et pouvoir trouver une route carrossable. Dans un premier temps, évidemment, point n'est besoin de chercher à l'asphalter. Il faut simplement rendre la route carrossable pour permettre la circulation des biens et des personnes, surtout des produits agricoles qui pourraient quitter les milieux ruraux pour aller vers les centres urbains. Et donc créer de la richesse, laquelle richesse pourra maintenant nous permettre de faire d'autres choses. Je parlais de l'agriculture, donc c'était ça. Nous doterons également chaque territoire d'une brigade agricole et selon sa spécificité, ce territoire sera aussi encouragé à développer l'élevage ou la pêche selon les possibilités. Mais le fait que tout cela soit relié va faire qu'on pourra, ces biens, ces marchandises, ces denrées pourraient circuler de territoire en territoire et arriver jusque dans les grands centres. Et puisqu'on va pouvoir doter chaque territoire d'électricité et d'eau, donc ce sera possible, la conservation sera possible, le commerce également sera possible. Donc voilà un peu le programme des 145 territoires que nous voulons très ambitieux. Il a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu que nous le planifions, mais au-delà même de la planification, moi, ma crainte, c'était sa réussite. Pas pour engranger des bénéfices personnels. C'est vrai, ça viendra sûrement que les Congolais seront reconnaissants envers ça, mais c'est surtout pour sa réussite. Parce que nous avons souvent vu, je vous parlais ici de Bando, qui est dans notre pays, nous avons souvent vu, on peut planifier des choses comme ça, mais vous verrez des gens qui vont dire, alors que Babongi, mais eux ils disent que non, to baby. Donc, pour que ça réussisse, il faut être sûr. Nous avons désigné des agences d'exécution qui ont pignon sur rue, qui ont une certaine crédibilité, tant au pays qu'à l'étranger, auprès des bailleurs, parce que nous savons qu'à un moment donné, les bailleurs de fonds, si ce programme marche, amèneront aussi leur part. Pour le moment, nous voulons compter sur nous-mêmes, donc nous allons travailler, il y a les moyens, nous sommes partis de... c'est vrai, certains diront que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose, en tout cas pour moi, suffisant pour pouvoir mettre les structures de base afin de permettre à ces territoires de se développer. Parce que les Congolais sont des travailleurs. Contrairement à ce que les gens pensent, le Congolais est courageux, il est débrouillard. Simplement, le contexte dans lequel il vit parfois le pousse à faire tout et n'importe quoi, mais ici, c'est pour ça qu'on veut faire ça, doter ces territoires d'une administration, d'écoles, de centres de santé, de possibilités de travail dans l'agriculture, dans la construction des routes, etc., pour qu'on ait une base sur laquelle il mettra son imagination au service de l'État et pourra dérouler lui-même. Donc, je disais cela parce que je crois que ceux qui veulent cet échec, il ne faut pas leur donner l'occasion en ratant justement. Alors, on avait pris ces agences d'exécution pour que ce soit elles qui pilotent sur les territoires même. Donc, il y a par exemple le PNUD dans ça, ou le BSECO pour ceux qui connaissent, qui ont déjà l'expérience de ce genre d'opération sur le terrain et qui peuvent procéder dans les milieux les plus reculés à la recherche des entrepreneurs, par exemple, pour tel ou tel autre service, et à bien d'autres choses, au suivi et au financement. C'est vrai que nous aussi, nous ferons un suivi.
C'est vrai qu'au niveau du cabinet, j'aurai une équipe qui suivra, qui me fera rapport, mais il faut qu'on installe un système qui fera qu'à tous les niveaux, on puisse avoir un contrôle et que cela ne puisse pas échapper à qui que ce soit et ne puisse pas profiter aux malfaiteurs. Que les besoins puissent aller directement à la population. Et dans ces territoires, ce sont autour de l'administrateur, il y aura des sortes de comités composés des notabilités et bien d'autres concitoyens de cette entité qui vont ensemble choisir les projets et suivre l'exécution justement de ces projets et leur réalisation. Donc voilà comment nous allons nous y prendre. C'est vrai que c'est pour ça que ça prend du temps, mais je pense, j'ai encore rappelé ça au dernier Conseil des ministres, je veux vraiment que cela soit impulsé et je pense qu'avant la fin du mois de juin, nous aurons impulsé cela. Je serai moi-même aux commandes, j'irai, je choisirai le territoire dans lequel nous allons lancer cela. J'y serai moi-même, donc je suivrai tout le temps parce que j'irai de territoire en territoire durant tous ces mois, tous ces jours à venir. Donc voilà ce que je peux dire au niveau de la planification et de la numérisation. Alors, oui, rationaliser et restructurer le bureau du président de la République. Merci du Conseil. Je suis en train de faire, il y aura une nouvelle restructuration de mon cabinet, bien entendu, et le personnel sera revu à la baisse. Ça, je peux vous l'assurer. C'est en gestation, c'est pour bientôt. Alors, comment renforcer la position stratégique du pays dans les institutions internationales? Le cas de la BAD, par exemple. Oui, très bien. Moi, depuis que je suis là, j'ai pu placer, je crois, deux ou trois compatriotes à la BAD. Je suis totalement d'accord avec vous, chers compatriotes. Il faut que le Congo occupe beaucoup de positions dans les institutions internationales. Et je me rappelle que du temps du défunt maréchal Mobutu, paix à son âme, il se battait beaucoup, en tout cas il positionnait beaucoup de nos compatriotes dans ces institutions, ce qui fait que la République avait une bonne image parce qu'elle avait des positions d'influence, d'une part, mais également elle avait des informations sur ce qui se passe dans le monde, parce que c'est aussi important d'avoir des gens positionnés. Aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure du climat des affaires, je vous parlais de l'indice du développement humain. Ce sont des choses qui se font parfois sur influence. Pas toujours, certes, mais si vous avez des gens positionnés dans ces grandes institutions, vous pouvez influer de telle sorte que l'image de votre pays soit améliorée. Mais il y a également la mobilisation de ressources, la mobilisation de l'attention de la communauté internationale sur vos problèmes. Le cas du Rwanda, par exemple, lorsqu'il a connu son génocide et toutes ces crises après, mais si ce pays frère a pu attirer l'attention de la communauté internationale sur son sort, c'est parce que je crois qu'il avait des patriotes, des fils de ce pays, fils et filles, qui étaient bien introduits dans les milieux internationaux, dans les institutions internationales, et ils ont pu, comme ça, par du lobbying, par de la sensibilisation, ils ont réussi à attirer l'attention et à obtenir le soutien, évidemment, de la communauté internationale. Je suis convaincu que nous devons le faire, et je ne cesse pas je me bats partout. J'ai essayé à la SADC, malheureusement ça n'avait pas marché.
ce n'est pas grave. On devait normalement avoir un secrétaire exécutif. Il avait tous les critères pour être à cette place-là. Il était le meilleur même des candidats. Bon, mais ça n'a pas marché. Ça ne doit pas nous décourager. On avait tenté la même chose pour le secrétariat qui est au Ghana de la ZLECAF, secrétariat général de la zone de libre-échange continentale. Là aussi, notre candidat était parmi les 3 finalistes. Mais bon, il y a des raisons politiques, vous devez le savoir aussi, des pays influents. Le Congo a perdu énormément d'influence depuis des années, malheureusement. Nous ne sommes plus comme dans les années 70 où nous avions beaucoup de compatriotes dans les positions d'influence dans les institutions internationales. Ce n'est pas grave. C'est l'image du Congo qui a reculé, c'est l'image du Congo qui a perdu beaucoup. Ici, notre but, c'est de redorer cette image, de faire avancer notre pays, et nous y arrivons. Donc, je voulais vous dire ici que c'est un combat que je mène aussi, ne vous en faites pas. Si vous avez des difficultés quelconques ou des ambitions quelconques, parce qu'il y en a eu, j'ai parlé de la BAD, mais nous avons un Congolais aux Nations Unies, là, dans la Commission des droits de l'homme. Nous avons bataillé pour les mettre là-bas. Donc nous en avons, comme ça, ça ne me vient pas à l'esprit, mais nous avons pu en placer quelques-uns. Une Congolaise à l'Union africaine, aux ressources humaines de l'Union africaine. Donc vraiment, c'est mon combat. Je veux que nos compatriotes puissent aller loin dans ces positions-là, parce que de leur positionnement dépendra l'image de notre pays et l'influence, le rayonnement de celui-ci. Alors, pour les passeports, bon, je suis désolé, je n'ai pas vraiment je n'ai pas compris la question. Si c'est un manque de passeport ou une rareté, enfin, je ne sais pas, c'est quel est... Vous n'en avez pas ici, c'est ça? Attendez, nous avons ramené le passeport à l'équivalent de 99 $. Ce n'est pas à ce prix-là que vous l'achetez, vous? Vous l'achetez à combien? Pardon? Équivalent, combien? Et vous le prenez où? À l'ambassade? Oui, allez, répondez-moi. Donnez-lui le micro. Liboson des aguichets. Ah, Siko. Mais bon. Ah, Ekiti. Bozo Zouango, bino na ambassade où ezali ou bien il faut Bozo Zouango na Congo. Ah, donc awa Bozo Zouango te. Ezo ya wate. Donc Bozo obligé pour kitati na Kinshasa pour na Ozo. OK. Ah bon? Wana tango tosito kitisi na Congo to tango ezaka na likolo. Bozela. Donc awana boyoka teke koma 99 $. Ça va. Bon. Ça va, mais boza kimia. Tokotala likama, c'est dommage. Natambolaki na ministre des Affaires étrangères ou Azarota ou Atala Ramakambango, mais na comprendre qu'il n'est pas avec nous. Ah, il est parti déjà. Ah bon, il est parti déjà. Ouais. Bon, c'est dommage parce que Yende Moutakoko peut s'habituer à précision sur l'Ikambongo, mais
nalingi na profiter pour nakoyebisa bino que depuis quelques mois, j'ai désigné déjà, j'ai nommé un ambassadeur ici, à Ouana, Côte d'Ivoire. Gilbert Naya Nabina, Yeyo, ambassadeur Nabina. Baluka Malamu Baye Bayo. Bon, Ndenge Bomoni Wana, Yem Toaza responsable ya Likambwana ya passeport. Donc Ndenga Nazozonga, Nakotala Yango, Tango bakopese tango ya kopesa plutôt ba lettre de créance Mossa naye bandi tango pesa ba lettre de créance c'est pas président Ouattara so Mossa la ne bandi boko banda kotala sikoyo sokezo salema ndenge nini likambo ça va mais soki passeport eza ba 160 000 wana bozolo ba bondi mayango te parce que passeport biso tosali manso poto kitisa motuya nango donc ekomi sikoyo talo nango ekomi 99 to $100 totia ambassade pe bakoki susu koluka ba marge na ndenge bazako sakala te kala tokokai ko comprendre bazalaki kofuta bango te okuta ba diplomate na biso bazomona pasi makambo na nyonso ngana linyango susu te ministre affaires étrangères Christophe Lutundula ayebi yango abandi pe déjà mosala wana nayebisaki ye akoki lisusu kotika ba diplomate na biso na pasi te ba diplomate na biso bisika nyonso bazali esengeli ba refléter image ya kitoko ya république bako okuta diplomate na biso azokufa nzala te azokofuta ndako te non c'est fini tout ça tozali kobunda po tosilisa makambo nyonso wana moko na moko ezosila moke moke likambo bolobi ya ndako ambassade tokotala yango pe ça j'en suis conscient esengeli position lokola ya Côte d'Ivoire awa Abidjan ambassadeur Nabiso awa je ne sais pas si c'est la capitale politique c'est Yamoussoukro mais les ambassades sont où? C'est à Abidjan. Ok. Donc awa na Abidjan donc esengeli tozala na ndako ya kitoko ndako ya mboka na biso moko. Donc tokotala yango c'est dommage ministre Nabiso azalite soka zala kandeta mso apesi bino ba espoir par rapport à ya ba date makambo ndenge osalema ye muto ayebi oui likambo bolobi ya carte consulaire bon nazo comprendre bino mais wana eza décision nakoki kozwa awa te namoni pe na yoki likambo bolobi bandeko na biso na Côte d'Ivoire balingi koyoka ngote ils ont raison parce que loko aboye lelo motonyon soyo aza mwa maele muke akosalisa ngo ya ndenge mosusu ils ont raison donc je vais poser le problème au ministre des Affaires étrangères parce qu'il faut très vite qu'on résolve cette question de la carte consulaire. On ne doit pas laisser traîner ça comme ça. Ça va? Naïbi que c'est ça qui va vous mettre aussi en sécurité. Bon, voilà, j'espère vraiment avoir été complet, en tout cas j'espère, par rapport à Yamituna Nabino. Moi, tout ce que je peux vous demander, c'est de continuer à être une communauté paisible et participative. Vous devez faire honneur à la République en vous comportant comme il se doit dans ce pays frère, en ne mettant pas nos frères de Côte d'Ivoire dans des situations de vous détester et de commencer même à souhaiter que vous partiez d'ici. C'est un pays frère, un pays qui est connu pour sa tradition hospitalière. Ne les décevez pas.
faites-moi honneur, faites honneur à la République en vous comportant dignement, en fils et filles d'une République digne, d'une grande République, et cela va davantage renforcer les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays. Je compte sur vous, vous êtes quelque part les ambassadeurs et les ambassadrices de notre pays ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment beaucoup la République démocratique du Congo, sa culture, bien d'autres facettes de notre pays, sa cuisine aussi, je suppose, et bien d'autres choses. Alors, rendez-leur ça en étant des citoyens exemplaires, des citoyens paisibles et qui participent aussi à la construction de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'ai répondu à vos questions, je l'espère en tout cas. Je vous remercie de tout cœur et que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, voilà la fin de ce rêve. C'est fini. Maintenant, vous êtes libres. Nous remercions le ciel qui nous accompagne jusqu'à la fin. Voilà le départ du groupe présidentiel. Sa sortie, bien entendu, de ce stade.